Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va essayer de montrer qu'Hippocrate mérite son titre de père de la médecine grâce à son diagnostic clinique. Il est vrai que l'approche clinique des maladies reste la partie la plus riche de l'enseignement d'Hippocrate et justifierait à lui seul ce titre, même si là aussi quelques reproches peuvent lui être adressés. Le diagnostic reposait chez Hippocrate sur deux piliers, la libéralisation vis-à-vis du sacré, et à moindre degré de la philosophie, et la primauté de l'observation et de l'expérience dans l'approche des maladies, avec les notions de diagnose et de prognose. Voyons d'abord la libéralisation de l'art de guérir des influences du sacré. Aucune maladie n'est plus divine ou plus humaine qu'une autre. Elles ont toutes une cause naturelle, dans laquelle aucune maladie ne peut se produire, écrivit Hippocrate dans Des airs, des eaux et des lieux. À l'exemple de l'épilepsie, maladie diabolique par sa présentation, Hippocrate écrivait aussi, après avoir disséqué une chèvre, que cette maladie ne paraissait n'avoir rien de plus divin ni plus sacré que les autres maladies. La sémiologie de l'épilepsie fut décrite d'ailleurs avec précision dans son traité de la maladie sacrée. Le sujet perd la parole, étouffe, l'écume coule de sa bouche, les dents sont serrées, les mains se contractent, les yeux divergent, il perd complètement connaissance, et chez certains, il y a évacuation par le bas. Hippocrate connaissait également l'aura, entrevit les formes localisées et les formes généralisées de l'épilepsie. Il séparait le mal comitial de l'enfant de l'épilepsie tardive, qui tue les vieillards et les rend hémiplégiques. Mais fidèle à sa théorie des humeurs et à la naturalisation des maladies, Hippocrate faisait de l'épilepsie la cause des changements de vent, responsable d'un flux d'humeur froide, responsable de surabondance de flegme dans le cerveau. Cette remarque sur la cause naturelle de l'épilepsie n'empêcha pas les générations suivantes, et ce jusqu'au XVIIe siècle, de corréler l'apparition de cette maladie avec les phases de la Lune, tandis que cette libéralisation du sacré reste relative pour certains historiens. Le traité des songes montre en effet la collusion entre le rationnel et l'irrationnel, la philosophie et la religion, entre analyse discursive et intuitive. Les ex-voto retrouvés dans de nombreux centres, et même à Kos, témoignent également de la place que la pratique religieuse a longtemps gardée dans la pratique laïque, pourtant basée sur l'observation. De plus, nous verrons dans une prochaine vidéo que de nombreuses références à la religion persistent dans le serment. La libéralisation de la médecine se fit vis-à-vis également de la philosophie, le médecin hippocratique s'intéressant non plus à l'homme, élément du cosmos en général, mais à l'homme malade et à son environnement proche. Avec des mots simples, loin du langage des philosophes. Celui qui veut discourir sur l'art médical, écrivit Hippocrate, doit surtout s'attacher à dire des choses accessibles au vulgaire. Hélas, les hypothèses physiologiques que nous avons évoquées dans la vidéo précédente, comme la théorie des humeurs, montrent les limites de cette séparation entre philosophie et médecine. En fait, le principal pilier de l'approche des maladies par Hippocrate repose surtout sur l'art du diagnostic, avec les notions de diagnose et de prognose, c'est-à-dire la primauté de l'observation et de l'expérience, principe que l'on retrouve dans de nombreux écrits. Ainsi, pouvoir explorer est, à mon avis, une grande partie de l'art, dans les épidémies. L'art est long et la vie brève, l'occasion est fugace, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Il s'agit du premier des aphorismes. La notion de diagnose correspondait à notre diagnostic, et nécessitait un examen attentif du malade par Hippocrate. Dans De l'Officine, il écrit « Ce qui est possible de voir, de toucher, d'entendre, ce qui est saisissable par l'intermédiaire de la vue, et du toucher, et de l'ouïe, et du nez, et de la langue, et de la pensée, ce que l'on peut parvenir à connaître par tous les moyens qui sont à notre disposition. » Tous les sens du médecin sont donc mis à contribution. Pour Hippocrate, il importe de soumettre le corps à l'examen. Vue, ouïe, odorat, toucher, intelligence. Hippocrate érigea véritablement l'examen du malade et de son environnement comme règle primordiale à l'élaboration du diagnostic, insistant sur l'importance d'un examen clinique attentif, actif et répété. Voyons d'abord ce qu'Hippocrate voulait dire par examen attentif. Si Hippocrate précisa rapidement les limites de l'interrogatoire du malade, dont il a apprécié l'âge, observant que certaines maladies comme les résipelles touchaient les plus de 60 ans, l'âge de la vieillesse dans beaucoup de livres du corpus, il insistait également sur la valeur de l'observation d'un malade dénudé, sur lequel il notait la couleur des lèvres, la sécheresse de la langue, les enduits qui pouvaient le recouvrir,
l'aspect de ses pupilles, la vivacité du regard, l'agitation des mains. Il appréciait également la respiration, la position pendant le sommeil, une éventuelle attitude antalgique, une possible déformation des doigts. Il s'informait également de l'état des selles. Il connaissait la valeur du méléna dans les tumeurs de l'estomac, de la décoloration des matières dans l'ictère, même si toute notion anatomopathologique de ces phénomènes lui était complètement étrangère et qu'il ne cherchait à les expliquer que par sa théorie des humeurs. Il examinait également les expectorations, adaptant ses connaissances à toute une sémiologie du crachat, basée sur l'état de crudité ou de coction des évacuations, elle-même issue de la théorie des humeurs. À noter l'importance de la description des couleurs dans le corpus, soulignée par Simon Bill, un des spécialistes d'Hippocrate avec Jacques Joanna, à la lecture desquels Histomède vous renvoie d'ailleurs. Cette description des couleurs est la preuve du sens de l'observation des médecins coacs et cnidiens, avec plus de 1400 occurrences de couleurs ou de teintes dans le corpus, même si les traductions sont parfois difficiles. Les couleurs s'associaient volontiers à des notions de force ou de faiblesse, on l'a vu avec les 4 humeurs de couleurs différentes, mais aussi depuis Homère puis des pythagoriciens. Ainsi, le médecin coac associait le noir au mal, à l'exemple du scorpion, et le blanc à la vie et au chaud, pour preuve, le sperme est blanc et chaud, et la femme est également blanche. On redit ici l'importance des similitudes dans les couleurs, selon la théorie des signatures, à l'exemple du vin blanc qui est diurétique. Pour son examen, tous les sens du médecin étaient ainsi mis à contribution. L'odorat, bien sûr, qui permettait de sentir l'haleine de son malade, comme sa peau. L'ouïe, qui lui permettait d'écouter le son de la voix de son malade, d'apprécier sa fonction auditive, altérée parfois par une infection locale, dont il nota le caractère saisonnier, ou par une affection à distance, comme dans un cas rapporté d'angine. Le toucher lui permettait d'apprécier la chaleur du corps de son malade, en appliquant la main sur sa poitrine ou sur les autres parties, distinguant ainsi les nombreuses formes de fièvre et leur association morbide avec d'autres signes cliniques. Il permettait également de juger les frissons et les sueurs, pour différencier les fièvres qui naissent de la faiblesse du corps de celles qui proviennent de l'inflammation. Il faut insister sur l'importance pour le clinicien grec de la marge de la fièvre plus que de son intensité, estimée autant par le regard que par la main. Cela lui permettait de différencier les fièvres éphémères des fièvres continues ou périodiques, parmi lesquelles la médecine ultérieure puisera son riche vocabulaire, fièvre tierce, quarte, quotidienne, nocturne, continue, longue, errante, azode, non réglée, quintane, septane, octane, nonade, légitime, hectique, du grec eka, qui tient, tritéophie, pamphigoïde, etc. Autant de termes pour lesquels même l'érudit littré ne trouva pas toujours une traduction moderne. Contrairement à ses contemporains chinois, le médecin grec de cette époque ne connaissait pas le pouls. Il faudra attendre Praxagoras de Cos, un élève d'Hippocrate, pour montrer le synchronisme des battements du cœur et du pouls, qu'il appelait le sphygmos. Il en est de même pour l'uroscopie, qui sera développée plus tard, même si Hippocrate est souvent représenté en mirant des urines. Simon Bill a compté 650 mots dans le corpus, et notamment dans le livre des affections, qui était destiné au grand public et non aux médecins, se rapportant à des symptômes ou à des syndromes, ces mots étant parfois interchangeables pour le médecin coac pour désigner les maladies. Parmi ces mots, celui désignant la fièvre est le plus employé, plus de 1000 fois, suivi de celui de l'inflammation, de gonflement ou de tumeur, ou de tout. Mais la notion la plus intéressante relevée par Bill est le vocabulaire médical apparu pour la première fois dans le corpus, de nombreux autres mots ayant déjà été cités par Homère ou d'autres. Parmi ces mots, citons épanchement de sang, flux de sang, hémorroïdes, affaissement de la vue, aphasie, etc. Comme vous le savez, le nom d'Hippocrate reste surtout attaché en médecine au faciès caractéristique et alarmant de la cachexie, associant les yeux enfoncés, le nez effilé, les tempes affaissées, les oreilles froides et rétractées, la peau rugueuse, le teint jaunâtre ou noirâtre, les paupières, le nez ou les lèvres, prenant en outre une teinte livide, cette description étant retrouvée dans les prénotions de Cos. Le nom d'Hippocrate est également attaché à l'incurvation bombée des ongles, signe qui sera précisé ensuite par arrêté de Cappadoce, et pour lequel il fallait toute la sagacité d'observateur du génial clinicien pour la mettre en évidence, mais pour laquelle il faudra attendre encore quelques siècles avant de l'attribuer à une suppuration chronique, en général pulmonaire. Hippocrate préconisait donc un examen attentif, mais aussi actif. Les médecins contemporains d'Hippocrate
utilisait pour cela la palpation du ventre, pour apprécier la taille du foie ou de la rate, évaluer la consistance d'une masse, son adhérence, ou réveiller la douleur. Il est peu probable qu'Hippocrate pratiquait le toucher vaginal qui était, semble-t-il, pratiqué par une matrone pour préserver la pudeur de la patiente. Si Hippocrate mentionne à plusieurs reprises l'utilisation du spéculum en pathologie anorectale, il est par contre moins évident qu'il l'ait utilisé en gynécologie. L'auscultation, 2000 ans avant Laennec, permit à Hippocrate de comparer le bruit du frottement d'une courroie de cuir ou celui d'un ronflement à celui entendu dans un tableau de pleurésie, ou alors d'écouter les murmures dans la poitrine, comparé à celui du vinaigre qui bout, en référence à un traitement classique de l'époque de mauvais pronostic chez les pleurétiques. Autre technique, la succution, technique aujourd'hui abandonnée, consistait à secouer le malade pleurétique pour entendre un glou-glou caractéristique correspondant au flot de liquide se déplaçant dans le thorax. Nous avons donc vu qu'Hippocrate pratiquait un examen attentif et actif, mais également un examen répété, ce qui va aboutir à la notion de crise. L'importance qu'il accordait au génie évolutif et dans la conception dynamique de chaque maladie est une notion fondamentale chez Hippocrate, notamment par rapport aux médecins babyloniens ou égyptiens, mais aussi par rapport à ceux de l'école rivale de Cnide. En effet, contrairement à la conception ontologique de la maladie-état dans la médecine archaïque, Hippocrate pensait la maladie comme un processus, comme un être vivant. La maladie avait selon lui son évolution propre, basée sur une physiopathologie évoluant en 3 phases. Incubation, évolution avec la notion de crise ou de coction, et une phase finale. L'incubation, qui correspondait au début de la maladie, traduisait l'inflammation d'une humeur à un endroit précis ou non du corps. Durant cette phase, les humeurs étaient alors à l'état de crudité, qu'il fallait donc cuire. Cette coction expliquait la fièvre et correspondait à la phase évolutive de la maladie. Cela permettait de coaguler l'humeur pour qu'elle soit de moindre volume afin de l'évacuer. Cette évolution survenait éventuellement par crise. La crise correspondait en fait à la manifestation d'un symptôme qui coïncidait avec un changement souvent brutal dans l'évolution de la maladie, comme une poussée de fièvre, dont la rémission était un élément essentiel, en général de bon pronostic, ou alors l'apparition d'excrétions, comme des sueurs abondantes, un saignement de nez, des vomissements, une modification des urines, par exemple l'urine noire de la crise de la fièvre hémolytique dans le paludisme. L'observation de la crise, cette fugitive occasion, pour citer Hippocrate, et sa datation dans le cours de la maladie, notamment les 4e, 7e, 14e, 20e et 21e jours étaient les plus fameux, faisait partie prenante du diagnostic, du moins du pronostic. Cette notion connut d'ailleurs de belles heures, notamment dans la médecine des systèmes, où la connaissance des jours critiques différenciait le vrai savant du charlatan, mais aussi au-delà puisque le dictionnaire médical de Dechambre, écrit à la fin du XIXe siècle, ne consacre pas moins de 100 pages à l'article sur les crises. Le rôle du médecin était de savoir à quel stade le malade se trouvait dans la coction de ses mauvaises humeurs, d'où l'importance de la répétition de l'examen clinique pour déceler des changements et apprécier le moment de la crise. Faites de fréquentes visites, examinez soigneusement le malade, soyez attentif à toute modification survenue dans son état. Il nous sera ainsi plus facile de faire un diagnostic, comprendre ici établir un pronostic, et d'éviter les erreurs. Le terme de crise, si cher à la médecine hippocratique, fut sans doute élaboré dans des cas de paludisme si fréquents à cette époque. Il vient du grec krino, qui signifie juger, apprécier. Maintenant que la thérapeutique permet de ne plus laisser évoluer les maladies, selon leur mode naturel, cette notion de crise a perdu de sa valeur, mais n'en a pas moins laissé des traces dans la pratique quotidienne, notamment en infectiologie. Elle était aussi une première approche numérique de la maladie, sur laquelle se basait le pronostic, mais aussi le traitement. Quand saigner, quand alimenter, quand purger, quand donner telle ou telle herbe, quand mettre des ventouses. Des esprits éclairés comme Cels puis Van Helmont s'aperçurent néanmoins assez vite du manque de rationalité de cette théorie, surtout quand elle se raccrochait au système pythagoricien favorable aux chiffres 7 et 11. La phase finale de la maladie correspondait à la phase où les humeurs sont cuites et se déposent enfin. Il fallait alors les éliminer, à l'exemple du mouchage dans le coryza infecté, de l'évacuation d'un abcès ou d'un empième par le bistouri, pour des exemples concrets, mais aussi de manière plus abstraite d'une saignée ou d'un lavement, car cette coction permettait au médecin d'aider le malade à évacuer les mauvaises humeurs par les lavements.
3 formes de maladies connues peuvent servir de modèle à la médecine hippocratique. Le catarrhe, exemple type de la théorie de coction des humeurs, les rhumatismes comme la goutte avec l'accumulation des mauvaises humeurs à un endroit précis du corps, et les fièvres intermittentes du paludisme, modèle expérimental de l'évolution par crise. Cet interrogatoire et cet examen clinique attentif et régulier pour saisir l'instant de la crise, du moment favorable, étaient forcément incompatibles avec une médecine de masse comme celle que nécessitait la grande majorité de la population de cette époque, et il est évident que cette forme de consultation répétée s'adressait à une minorité de classe supérieure. Les esclaves et la majorité de la population, grecque puis romaine, devaient vraisemblablement se contenter d'une médecine plus expéditive, mais finalement peut-être pas moins efficace en l'absence de traitement. L'autre notion importante de la médecine hippocratique concerne la notion de prognose. Cette notion, en opposition aux cnidiens qui faisaient rentrer les malades dans des cadres nosologiques précis, fait intervenir à la fois la notion de pronostic, mais aussi de compréhension globale de la maladie dont l'évolution aboutissait à la guérison, à un changement d'état avec la notion de métastase, de méta-changement, stasis, état, ou à la mort. Avant Hippocrate, la maladie était une notion statique. La renommée du médecin de Cos est notamment basée sur son sens du pronostic, donc évolutif de la maladie, but ultime du diagnostic à une époque où les traitements étaient limités. En effet, à quoi bon établir un diagnostic précis si aucune thérapeutique ne peut être proposée? Autant aller à l'essentiel. Le mal est-il curable ou mortel? La maladie sera-t-elle de longue ou de courte durée? Laissera-t-elle des séquelles? À partir de l'état présent bien observé, le médecin déduit l'état passé du malade et lui annonce l'avenir. Il acquiert ainsi une grande et utile autorité, écrivit Hippocrate dans Pronostic. Cette observation rigoureuse du malade permit à Hippocrate, qui partait du principe finalement vrai que chaque individu avait sa maladie propre et que chaque maladie avait une cause naturelle, de distinguer les causes des maladies. Certaines lui étaient évidentes, d'autres moins. Il en distinguait 3 grandes sortes. Les maladies internes, liées à l'individu, expliquaient que certaines maladies survenaient à certains âges, les maladies infantiles, mais également la gériatrie ou maladie des vieillards, atteints d'apoplexie, de dyspnée, de cachexie, de cataracte, mais chez qui il nota que la fièvre était moins forte. Hippocrate nota également que certaines de ces maladies internes dépendaient du tempérament, notion qui sera reprise et beaucoup développée plus tard par Galien. Les maladies externes ou climatiques ou environnementales avaient pour cause le vent, qui était responsable de beaucoup de maladies, mais également la température, l'hydrographie, la géographie, notamment la nature du sol, comme la présence de marais. Ces causes extérieures expliquaient aussi les variations saisonnières des humeurs. Cette approche est bien développée dans le traité des airs, des eaux et des lieux, et fut à l'origine des notions d'endémios, maladie qui s'observait de façon à peu près constante dans chaque population, sans débordement et sans rémission, et d'épidémios, pour désigner l'allure particulière de certaines maladies qui frappaient un grand nombre d'individus de certaines populations dans des périodes courtes. Enfin, 3e classe de maladies, les maladies liées à des erreurs de régime, une mauvaise hygiène de vie, etc. Cette vidéo permet donc de comprendre pourquoi Hippocrate mérite finalement ce titre de père de la médecine, titre acquis grâce à ses observations précises, mais qui existait finalement déjà dans les temples, à la notion de prognose, à la fois anamnèse, diagnostic et pronostic, à la systématisation dans l'étude des signes, déjà observée pour la plupart par les médecins cnidiens, à l'interprétation prudente et plutôt rationnelle des faits, et à sa modestie vis-à-vis de la nature, comme on l'avait déjà souligné pour sa thérapeutique. Mais nous allons voir que ces raisons ne sont pas les seules pour expliquer ce titre de père de la médecine que la postérité lui a attribué. Je veux parler bien sûr de l'éthique médicale et du fameux serment. Mais, au fait, à quoi correspond ce serment d'Hippocrate? Vous le saurez en écoutant la prochaine vidéo d'Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.